Bonjour et bienvenue à tous dans Lucky Loser, le podcast qui explore comment les artistes implémentent les nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous recevons Florian Bach, artiste et ami depuis longue date, avec qui nous avions collaboré déjà il y a pas mal d'années sur un projet d'espace public qui avait été censuré dans une commune genevoise. Ça a été assez marquant à l'époque, assez marrant aussi finalement. Il avait travaillé, lui, sur une sorte de favela, une maison, un abri de fortune fait en bois de récupération. Depuis, il a creusé cette veine en travaillant un peu sur l'exclusion et l'urbanisme un peu sauvage. Il s'est diversifié aussi avec un certain retour à la nature et des fois même des pauses digitales. Enfin, on va découvrir tout ça en parlant avec lui. Lucky Loser 7, c'est parti. Florian, bonjour. Bonjour. Merci de te joindre à nous pour cet exercice Lucky Loser. On va commencer tout de suite avec la question. J'aime bien la définition de l'artiste qui dit que l'artiste, c'est celui qui crée son propre langage. Quel est ton langage ? C'est une grande question. Bonjour. Merci déjà de m'inviter dans cette série. Quel est mon langage ? Je dirais pas que j'ai un langage spécifique. Je dirais que il y a beaucoup de langages qui sont utilisés dans mon travail et que c'est des langages qui sont souvent propres aux choses que j'utilise, des choses que je mets en lumière ou des questions que j'essaie de soulever. Ce qui fait que chaque installation ou chaque sculpture, chaque performance que je vais réaliser va emprunter une partie de ces langages. Ce qui fait que je peux pas parler d'une chose spécifique. Je peux pas dire de mon travail c'est ce type de langage, ou mon travail c'est un travail de sculpteur, ou un travail de performeur, ou un travail de photographe aussi. Mon travail, tu l'as dit, tu as utilisé un mot protéiforme, il navigue entre toutes ces disciplines, mais qui n'en sont même pas vraiment, parce que si on doit parler de discipline, faudrait presque parler de savoir. Moi, je navigue, j'emprunte, j'utilise, toujours tenu un petit peu par une volonté de faire un travail qui a un contenu. Donc, de ce point de vue-là, je me définirais presque comme un artiste conceptuel. Mais c'est le contenu qui importe, qui fait que lui, il m'autorise à aller chercher toutes sortes de langages différents, je crois. D'accord. Est-ce qu'il y a une dimension expérimentale dans ce que tu fais ? Alors, je dirais assez peu expérimental au sens de l'artiste qui travaille dans son atelier puis qui recherche tous les jours quelque chose pour et puis de provoquer des situations où l'expérimentation va donner quelque chose assez peu. J'ai un travail qui est assez prévu, qui est assez décidé, construit. Donc, je dirais même non, en fait. Je crois que l'expérimentation elle doit se passer ailleurs. J'aurais de la peine à définir où elle se passe. Forcément, il y en a une forme, quelque chose, mais je pense que l'expérimentation, elle a plus à voir avec finalement le parcours de la vie. Elle a à voir avec ce à quoi je suis amené à faire face, comme tous, quoi. Enfin, mais que là, il y a quelque chose qui est plus flottant, plus expérimenté, mais que je vais peut-être réemployer ensuite, mais sans pouvoir vraiment le définir. D'accord. C'est parce qu'en fait, quand on connaît ton travail comme spectateur, comme amateur d'art qui suit un peu ce que font les autres, moi je lis plusieurs choses et j'ai l'impression que dans ce parcours, il y a une recherche que j'appelle moi expérimentale, dans le sens qu'elle part un peu à l'aventure des gens, des espaces et des disciplines, même si elle est construite ou écrite. Et ici, on rappelle que dans Lucky Loser, on aime bien aussi questionner l'artiste par rapport à son temps, l'art étant aussi une discipline de critique. Une des dimensions de Lucky Loser, c'est aussi de réfléchir comment l'accélération technologique impacte le travail des artistes. Est-ce qu'on en est victime ? Est-ce qu'on sait l'utiliser ? Est-ce qu'on est un peu opportuniste ? Et puis moi, j'aimerais, si ça te va, cheminer un peu
dans les différents secteurs, dans ce que tu appelais des disciplines. Alors, par exemple, quand tu confrontes l'architecture, moi, je le lis comme un espace social. J'ai vu qu'il y avait un lien à la violence, qu'il y avait aussi un lien à l'humanisme. Puis après, quand tu parles de lumière, on a l'impression que tu sculptes un peu la lumière comme si c'était une matière. Donc, du coup, là, tu seras presque un peu un artisan modeleur de lumière. On voit que tu fais du son aussi. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de, quand tu travailles avec l'architecture, comment tu te situes par rapport à une idée que tu vas mettre en place et les technologies qui vont te servir pour la mettre en place? Est-ce que tu utilises ces technologies qui avancent? Est-ce que tu les acceptes? Est-ce que tu as plus une position opportuniste et puis tu t'en sers pour tout ce qui est bon? Ou au contraire, tu développes quelque chose qui serait un peu à l'encontre de cette technologie? Non, je pense pas que je vais à l'encontre, mais tu as dit quelque chose, enfin, en tout cas, je trouve que tu as une bonne lecture du travail. Je disais tout à l'heure qu'il y a un fond qui est commun à ces différentes choses que je fais, qui sont de l'ordre de la, effectivement, comme tu l'as dit, de la critique sociale ou politique aussi, qui fait que les technologies, je pourrais pas dire que j'emploie particulièrement des nouvelles technologies au sens que j'utiliserais aujourd'hui, par exemple, l'IA, quel grand débat pour réaliser des choses, mais en tout cas, l'aspect numérique, il est présent dans le travail, mais de nouveau, je vais l'utiliser différemment en fonction de ces différentes choses que je fais. Donc, moi, je fais pas mal de 3D pour concevoir les pièces dans l'espace public ou les pièces en extérieur. Je passe beaucoup de temps en fait à mettre en forme mes projets en 3D pour les voir en fait, parce que souvent c'est vrai que les projets ils proviennent d'idées qui sont chez moi, des idées qui viennent très vite, c'est très rapide, c'est-à-dire qu'un projet d'installation parfois c'est un clac, c'est quelque chose que ça va être une idée qui deviendra un projet mais qui est très rapide, que je pourrais presque raccourcir en une phrase. Et généralement quand j'arrive à raccourcir une installation en une phrase, c'est bon signe. Ouais, ça veut dire que ça marche bien. Mais après, la mise en forme, elle prend pas mal de temps. Et c'est pas d'un point de vue formel, mais c'est presque d'un point de vue structurel que je dois la prévoir. Donc je passe pas mal de temps à les dessiner en 3D. Et je le faisais avant au dessin, quand j'avais pas la 3D. Puis maintenant, je le fais un petit peu avec la 3D, mais c'est vraiment quelque chose, c'est même des choses que je ne montre jamais. C'est des outils. C'est des outils. Il y a beaucoup d'artistes qui nous disent que pour nous, la technologie, même si elle va vite, ça reste un outil. Ça reste un outil. Mais c'est intéressant pour moi parce que cette histoire de 3D, même c'est des 3D grossières, il n'y a pas de rendering dedans, il n'y a pas, c'est des blocs. Donc tu n'utilises pas l'IA, par exemple, pour dire ChatGPT, fais-moi cet espace-là. Tu vas le construire quand même sur un programme 3D d'infographie. Non, j'ai eu des projets, j'ai eu des projets qui sont encore dans les tiroirs, ou peut-être qu'il y avait cette question-là qui se posait de savoir est-ce que j'utilise l'IA. Mais en tout cas, j'ai pas encore trouvé une bonne adéquation, quoi, un bon partage. C'est-à-dire que de nouveau, c'est comme toute technique, il faut lui donner une bonne place. Et puis, elle n'a pas trouvé. J'ai un projet où l'IA aurait une grande importance, mais de nouveau pour m'aider, en fait, simplement pour m'aider. Mais la technologie en tant que telle, comme chose en soi, quelque chose qu'on utiliserait comme manière de réaliser une forme, non, j'ai pas vraiment utilisé ça. Par exemple, tu te tiens au courant de cette évolution technologique, ou parce qu'on n'est plus des artistes tout jeunes, donc on n'a pas ce réflexe comme par exemple nos enfants qui saisissent beaucoup plus vite, qui sont plus au courant. Mes jeunes collaborateurs, très vite, ils utilisent, ils me balancent des images, etc., que j'aurais même pas l'idée d'aller les faire ou les chercher. Il y a tout un truc à disposition qui est presque une culture que nous, on a moins. Donc, c'est plus un effort, il me semble, à notre niveau de se tenir au courant. Est-ce que toi, tu as ce truc curieux où tu vas être très souple, tu vas être très assoiffé de connaître tout ça et puis de l'utiliser, ou bien tu vas un peu picorer là où tu comprends, là où ça se passe? Je vais plutôt picorer, je crois. Tu te fais aider? Pardon? Tu te fais aider?
Non, alors j'ai une manière d'apprendre très solitaire. Mais par exemple et puis je suis jamais assez bon en fait. Il y a un peu ce truc-là, c'est que je me renseigne, je regarde ce qui se passe, mais c'est clair que j'ai pas la rapidité que les gens très jeunes auraient aujourd'hui. Mais je cherche pas cette rapidité. C'est-à-dire qu'avec le temps et le travail, qui maintenant est une pratique assez longue quand même, je crois, j'ai accepté plus de lenteur. Et que j'ai peut-être pas forcément besoin de cette rapidité. Et puis ça dépend complètement de nouveau, du type de projet. Récemment, j'ai fait un projet pour un concours dans l'espace public important. Et c'était typiquement le genre de projet où j'aurais pu me faire accompagner de pas mal de technologies pour fabriquer ne serait-ce que de l'image, même pour comprendre les formes que j'aimerais produire. Et puis finalement, j'ai fini par le faire à le dessin. Une grande partie de ma recherche, du coup presque de l'expérimentation, s'est faite à la main. Et ça dépend de nouveau pour moi, c'est très difficile d'identifier précisément pourquoi. Mais par contre, par rapport à rester au courant ou s'intéresser, je pense que c'est difficile de ne pas s'y intéresser, de passer à côté complètement. Est-ce que moi j'ai les bons outils de compréhension ? J'en suis pas toujours sûr. Mais en tout cas, je dirais que par rapport à ces questions on va pas parler la même chose de l'IA qu'on va parler d'une fraiseuse 3D, je dirais. C'est pas les mêmes choses, quoi. Donc, mais pourquoi c'est pas les mêmes choses ? Dans quelle mesure tu les dissocierais comment ? Je pense qu'il y a une conséquence sociale simplement différente, une conséquence de temps différente. C'est-à-dire que de ce que je comprends, par exemple, on va dire partir de la fraiseuse 3D, de cette capacité numérique de réaliser des pièces très précises à partir d'un fichier, elle est quand même, il reste une amélioration des outils que par exemple, toi, tu utilises sur la pierre. Alors que l'IA, là, il y a quelque chose qui est quand même différent, on l'appelle intelligence, qui fait que on se pose au stade presque de l'essence de la création, quoi. Et si pour me faire l'avocat du diable, je te pousse un peu dans ce raisonnement-là, un peu à l'envers, justement, par exemple, ChatGPT te fait le début de tes textes, te fait des très bons résumés, un peu comme CNC qui te dégrossit le boulot. Nous, on utilise pour la sculpture, ça finit pas, ça progresse, ça finit de plus en plus, mais en gros, ça nous permet de résoudre des questions d'échelle, de temps et de rapidité. Et puis voilà, la machine, elle dort pas. Je vois que l'IA, quand tu la questionnes, elle te résume des sites internet, des formules, des textes, même les avocats pour la loi, etc. Donc, c'est quand même une forme de pré-mâchement du travail. Oui, moi je l'utilise par exemple pour mes textes parce que du coup, parce que moi je suis amené à écrire pas mal de textes pour des dossiers, pour chercher des financements comme ça, donc effectivement je l'utilise. Alors est-ce que mes textes sont meilleurs ? Je suis pas sûr déjà, mais aussi parce que j'ai une espèce de retenue quand même. Je l'utilise pour essayer de me dépêtrer de me sortir d'un bourbier parfois. Alors moi j'aime bien ce terme de retenue parce que c'est un petit peu là où on essaye de creuser avec Lucky Loser. C'est que moi quand je regarde ton travail, je vois une sorte de grand écart, à la fois pas une nostalgie, mais par exemple quand tu fais Les Beautés du Monde, je crois, La Beauté du Monde, qui est une sorte d'archivage rétro-futuriste de tout ce qui a disparu. On voit presque une sorte de retour à la nature. Et puis en même temps, tu fais la pièce Asphalte où tu couvres une batterie de goudron. On a l'impression que c'est une sorte de geste pollutif sur un objet de musique. Tu t'intéresses aussi à la musique. La musique concrète, c'est une musique aussi informatisée, si je comprends bien. J'ai vu quelque part aussi que tu faisais de la lecture informatique. La lumière, en tout cas, quand je travaille dans des projets, là, c'est très informatisé, ouais. Après, j'ai vu qu'il y avait un lien entre la synchronisation, la désynchronisation. Donc, quand j'ai lu synchronisation, désynchronisation, je me suis dit, c'est un peu le thème de l'époque de certains artistes, se dire, on a travaillé, on a évolué, on a toute une culture un peu d'artistes où on a fait quelque chose de très concret, le rapport aux matériaux. Donc, je reviens par exemple à la première expérience qu'on a eue il y a presque une trentaine d'années quand on a fait cette expo ensemble au parc Stagnit, était arrivé avec un projet de favelas, un peu, avec des planches de récupération de la voirie, construit une sorte de baraque, de porte de fortune. Ouais. Pour la petite histoire, on se rappelle que toute l'expo était censurée, c'était la folie.
Mais donc là, il y a quelque chose de très... je prends des plans, je construis quelque chose qui est vraiment... On est à l'opposé du numérique. Et puis maintenant, le monde avance, tu implémentes ces techniques, puis en même temps, tu dis, j'aime bien la lenteur, il y a une sorte de contre-pied que tu mets. C'est vrai. Donc moi, ça m'intéresse peut-être c'est même pas tout à fait conscient, mais en fait, c'est comment on se débat en tant qu'artiste avec cette espèce de culture qui vient d'ailleurs, cette accélération technologique qui est quand même hyper séduisante, il y a une sorte de soft sculpture qui est quand même une sorte de soft power qui est quand même tentant à apprendre, on est même un peu ringue si on la rejette bêtement, puis en même temps on est juste couillon si on l'avale complètement. Voilà, comment tu te situes un peu là-dedans? Mais c'est multicéphale, c'est clair, parce que de nouveau, ça je l'ai pas dit, c'est clair que j'ai beaucoup fait de lumière pour des spectacles, des performances, pour la danse, etc. Où là, alors par contre, j'étais vraiment du côté de la technologie complètement, où j'ai utilisé des outils numériques afin d'écrire des choses, afin d'écrire de la lumière, si on veut. Tu peux nous donner un exemple de pièce un processus créatif, par exemple, sur celle-là, qui implique ce risque de rentrer un peu dans l'aventure digitale ou numérique de façon positive, hein, mais... Bon, là, ça devient... de nouveau, tu as cité pas mal de choses, tu as parlé de musique concrète, tu as parlé de ces trucs-là. Je dirais que la technologie, je l'utilise quand il est question du temps, souvent. Je me rends compte en parlant avec toi. Hein, je n'ai jamais vraiment réfléchi comme ça. Mais en tout cas, quand il y a quelque chose dans la durée, quelque chose qui se produit avec un début, peut-être une fin ou un loop. Et par exemple, une des performances que j'ai faites, c'est une performance que j'ai faite avec une artiste de Saint-Gall qui s'appelle Asie Fucker, qui est quelqu'un de super. On a fait une performance de lumière, on a travaillé, on a justement complètement mixé cette question-là et on a débattu cette question-là en utilisant des projecteurs DIA que j'ai... Donc anciens, vraiment, mais qui ont des super petites, qui ont des très belles ampoules à décharge dedans. Et puis, je les ai transformés pour pouvoir les contrôler avec un ordi. Et puis, on a écrit une partition visuelle, en fait, ensemble, où je travaillais sur ce qu'on appelle le phasing, qui est quelque chose de très connu dans la musique, qui a été beaucoup développé dans la musique concrète, justement, où je pouvais utiliser des outils informatiques pour pouvoir complètement donner à la machine la liberté d'écrire ou de travailler avec cette partition. C'est-à-dire que le phasing, c'est un principe simple, hein, c'est quand il y a, on va dire, deux phrases musicales, c'est toujours bien de le raconter par rapport à la musique, parce qu'on le comprend bien, c'est qu'il y a deux phrases musicales qui ont un léger petit décalage, qui font qu'on les entend de manière synchronisée, puis sur le temps, elles vont commencer à se décaler pour se resynchroniser. Et puis ça, moi, je trouve que c'est un phénomène fascinant qu'on observe partout dans la ville et dans la nature aussi parfois, un peu moins dans la nature que dans la ville, mais je l'ai beaucoup utilisé pour écrire des partitions. Et dans le cadre de cette performance-là, qu'on avait d'ailleurs montrée à la Cave 12 à Genève, finalement, c'est une espèce de grande loupe, quoi, une boucle que j'initiais, où avec l'ordinateur, je contrôlais le flux électrique dans la quantité électrique dans chaque projecteur, qui fait qu'ils avaient de la peine à s'allumer ou commençaient à s'allumer plus vite, etc. Ils cherchaient leur propre voix. Et il y avait là un enjeu tout à fait physique qui venait derrière. Donc il faisait souffrir la machine ancienne. Ça les faisait souffrir, ouais. Mais ça leur donnait une grande beauté, parce que tout d'un coup, on graduait des lampes qui ne sont pas censées graduer, qui leur donnaient des teintes et puis ça faisait toute la mécanique finalement du projecteur lui aussi se mettait à graduer, ce qui fait que c'était une machine poussive qui prenait de la place, mais ça faisait que on avait, je sais plus, 8, je crois, projecteurs ça créait des formes visibles, etc. Donc là, la machine, elle a un grand rôle. Asie, elle travaillait devant avec des objets qui fait qu'elle diffractait la lumière en plus. Ça, c'est clairement quelque chose où d'un coup, et c'est beaucoup des principes que j'ai utilisés, par exemple à la scène, quoi, Parce que là, il y a une très jolie parabole poétique. On a presque l'impression que tu pourrais parler de toi quand tu dis ça, c'est-à-dire tu trouves une certaine beauté à faire souffrir le monde ancien qui est confronté au monde nouveau. Et puis ces machines qui sont pilotées par une technologie plus récente,
elles se meuvent quand même, mais elles grincent un peu. Ouais. Est-ce que je te pose la question comme ça, est-ce que toi-même tu grinces un peu? Est-ce que dans cette idée de phasing et de synchronisation, toi-même, l'artiste qui se lance dans une nouvelle aventure, quand je vois la beauté du monde, je me dis, il y a une position un petit peu, on est en train de saccager quelque chose. D'ailleurs, on fait tu fais une rétro-futuriste. Ça pourrait être, c'est pas dans pas si longtemps, parce que dans les arbres, dans les espèces disparues que tu cites, il y en a qui sont déjà une phase d'extinction, la énième, je ne sais plus combien. Donc, ça veut dire qu'on est déjà dans ce processus-là. Donc, ça donne l'impression que toi-même, tu essaies de trouver une certaine beauté au monde passé, qui se soumet au monde nouveau, qui joue quand même son rôle, et puis en même temps, fait refléter une certaine grandeur, quoi. Bon, je crois qu'il y a quand même là un aspect. Toi, tu parles de monde ancien et de monde nouveau. Non, je dis juste. Alors, passé, tu as dit. Oui, mais c'est par exemple quand on prend une machine à dia qui est ancienne et puis on essaie de la soumettre, qu'elle est pilotée par une technologie plus récente. Bien sûr. Voilà, c'est un parallèle un peu rapide, peut-être je me trompe. Hein, mais je crois qu'il y a. Là, c'est plutôt. Après, je ne sais pas si les choses sont toujours volontaires, mais en tout cas, je pense que là, l'aspect de la critique sociale, elle intervient. C'est clair que moi, je pense que. Cette idée d'accélération, de rapidité, elle a pas toujours des bienfaits. Et puis qu'aussi, c'est quelque chose de très 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 libéral d'un point de vue politique. Et de ce point de vue-là, tu vois, est-ce qu'une voiture électrique, c'est moins polluant vraiment qu'une voiture diesel qu'on tient sur 25 ans? Enfin, alors là, on rentre pas tout à fait dans ce débat-là. Ouais. Mais en tout cas, par exemple, je sais que si là, on parle d'ampoules, par exemple, sur les ampoules à incandescence qu'on fabrique depuis 150 ans maintenant, on sait faire des ampoules qui tiennent 30 ans. Il y a la fameuse ampoule à New York qui brille encore dans la caserne de pompiers, et qu'on sait très bien le faire, et qu'il y a un choix économique finalement d'en parler au passé, et que peut-être que là il y a une volonté d'utiliser parfois ces choses-là. Je crois pas que ce soit un point de vue nostalgique, mais je pense qu'il y a quand même une forme d'une course à l'économie qui est peut-être plutôt une course à la dépense, je sais pas, qui fait que j'aime bien en fait un tout petit peu les conserver. Donc c'est vrai que par exemple dans mon atelier je conserve pas mal d'ampoules. Mais fonctionnels, mais ne serait-ce que les tubes fluo qu'on voit partout, qui sont maintenant interdits. Je viens de faire d'ailleurs une pièce en Afrique du Sud où j'utilise des lampes à décharge qui traitent de ça. Mais après, moi, ce qui m'intéresse, c'est si j'utilise des ampoules un peu passées ou anciennes, c'est plus qu'elles ont une... on les connaît, il y a une histoire, donc elles ont un récit. Et puis, moi, ce que j'aime pouvoir utiliser, c'est justement pouvoir extraire ces récits communs. Que tu vois une ampoule jaune des années 90 dans la rue, encore des années 2000, ou encore comme il y en a plein à la Praille en dessous. Elle raconte une histoire qui a une forme qu'on peut reconnaître entre tous. Elles font partie presque d'une culture commune, quoi. Mais est-ce qu'elles ne sont pas aussi plus simples et plus lisibles? Parce que dans l'accélération technologique, il y a aussi une forme d'exubérance de l'abstraction aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire qu'on perd... c'est plus compliqué de comprendre comment marche une ampoule, enfin un dispositif digital qu'un dispositif analogique. Donc, c'est le sujet entre la forme et la fonction. Quand tu regardes une pioche, tu comprends à quoi elle sert, tu te laves pas les dents avec. Quand tu regardes une carte à puce, il y a aussi ce fait que nous-mêmes, on peut moins intervenir avec ce matériau-là. Moi, je te le dis aussi par rapport à mon métier, il y a quelque chose de très abstrait dans la technologie que je peux utiliser. Par contre, il y a quelque chose de très, très concret, qui est encore pratique quand tu tapes avec un ciseau de massette sur la pierre. Puis, je trouve assez sain de pouvoir faire ça aussi. C'est pas forcément une position nostalgique. C'est pour ça que je te comprends un peu là-dessus, dans le sens que, évidemment, chaque fois qu'on avance, on gagne quelque chose, on perd quelque chose. Je veux dire, on monte plus les charges dans des rues, dans les roues à écureuil des cathédrales, mais par contre, ça a permis d'inventer la machine à vapeur, j'en sais rien, puis la vapeur a permis d'avancer, je sais pas quoi,
les véhicules supersoniques et ça. Donc, chaque fois qu'on avance, on perd quelque chose. Mais en même temps, en tant que vivant dans une époque où on fait tout à coup un petit peu le lien entre, sur l'échelle d'une vie, où comme ça va vite, on voit assez vite qu'on n'utilise plus les choses à lesquelles on était habitué. Dans quelle mesure on n'est pas aussi des espèces de témoins et sauveteurs de cette mémoire-là? Je dis ça parce que j'ai l'impression que tu fonctionnes un tout petit... Alors, c'est pas forcément conscient, mais il y a quelque chose d'une sorte d'évidence aussi de ce qui était construit avant. Il y a une sorte de pertinence dans le design mécanique des choses qui était pratique. Et puis l'abstraction ou l'accélération technologique, elle nous fait perdre aussi une sorte de bon sens aussi, j'ai l'impression des fois. Bah, disons que là, j'ai envie de ramener ça vraiment au travail de l'artiste, si tu veux. C'est-à-dire que je pense que toi, tu parles de la pioche, on va dire, les choses, les trucs et les machins, les objets, parce qu'ils ont une histoire et parce qu'ils ont un récit, ils ont une signification. Comme les matériaux, le cuivre n'a pas la même signification que une petite puce, etc. Mais quoi qu'on pourrait utiliser la puce pour un récit sur le numérique, ou je ne sais pas, et que moi je fais partie de ces artistes qui s'intéressent à ce que les choses, comment une sculpture, une installation existe émotionnellement, la confrontation à elle, et que du coup j'utilise ces matériaux justement pour leur charge plutôt émotionnelle et pouvoir utiliser leur récit. C'est clair que de ce point de vue-là, le numérique a moins en tant que tel de charge émotionnelle, de mon point de vue. D'histoire, ça peut-être encore. Ouais, mais ça commence à me faire un petit moment qu'on bricole avec les ordis. Aujourd'hui, il y a, comme tu le dis, il y a cette accélération parce que ça va, l'ordi crée de l'ordi, enfin ça va très très vite. Par rapport à toutes ces questions-là, l'IA encore, je veux dire, il y a eu des révolutions, on a vécu des révolutions qui étaient par exemple celle d'Internet. Je pense que l'IA, c'est une révolution sociale. Là, peut-être je suis un peu à la traîne là-dessus, mais qu'en tout cas, j'ai pas envie de voir... j'ai pas envie de l'avoir passé... J'ai pas envie de la louper. J'ai pas envie de louper ce train-là, mais ça veut pas pour autant dire que je vais l'utiliser comme dans mon travail et que je fais partie peut-être des gens qui vont l'utiliser comme tout à chacun. Non, mais c'est ça, on peut garder un sens critique sans être nostalgique. Ouais. Mais tu vois, l'ampoule, par exemple, quand je regarde une ampoule à incandescence, je vois encore un fil dedans. Alors moi, je suis pas très fort en électricité, mais il y a quelque chose de très linéaire. Je me dis, même si l'électricité, c'est déjà abstrait, je vois le fil qui passe dedans que ça. Quand je vois un diode LED, je vois déjà plus. Déjà, tu vois, la forme me donne moins d'indications sur ce que c'est. Cette linéarité-là, on s'est beaucoup appuyé là-dessus. Moi, j'avais une 2 chevaux quand j'étais jeune. Si j'ouvrais le moteur, j'arrivais à peu près à comprendre par où passe le truc. Tu regardes les voitures maintenant, une voiture électrique, tu changes des blocs sans très bien comprendre. La technologie est devenue très, très petite, complexe, donc on change des blocs sans comprendre ce qu'on fait. Donc moi j'ai l'impression que dans ton travail, il y a cette espèce de grand écart entre faire quelque chose qui a du sens par rapport à une sorte de linéarité, c'est-à-dire on comprend des vrais objets, on met de l'asphalte sur des batteries, puis en même temps, il y a tout à coup un travail sur la lumière qui est très abstrait, ou des implémentations digitales pour piloter d'autres lumières, etc. Donc cette espèce de pause-là que je trouve intéressant dans ton travail par rapport à ces questions-là. J'essaie comment se situe l'accélération quand elle est un peu freinée par la matérialité, toi. Est-ce que ce ne serait pas justement la matérialité, ce ne serait pas un outil un peu de critique sociale ou de critique de la technologie? Mais c'est intéressant parce que j'ai jamais considéré qu'il y aurait par exemple une critique de la technologie de mon travail. Mais si la technologie fait partie du monde social et que de mon travail il y a une forme de critique sociale, alors oui, tu vois, c'est une espèce de conséquence. Mais c'est en tout cas pas quelque chose qui est thématisé, si tu veux. Je suis conscient de ça. Mais par exemple, quand je t'appelle il y a un mois, tu me dis je suis en Afrique du Sud, je suis difficile à joindre, puis tu me dis c'est aussi un exercice de déconnexion assez sain. Alors, je sais qu'il y a un truc pragmatique quand on est ici, puis en Afrique du Sud, il faut prendre un forfait supplémentaire pour simplement pas se faire assassiner avec sa facture de téléphone. Mais en même temps, tout à coup, il y a l'occasion d'être un petit peu moins connecté, puis tu as l'air d'en profiter. Ouais. C'est ça un peu aussi qui m'a inspiré de te poser cette question, puis de venir parler ici, c'est qu'on sent une micro-résistance, qu'on va se dire, est-ce que ça ne ferait pas du bien de se déconnecter un petit peu? Totalement. Et pourquoi?
Parce que je pense que qu'est-ce serait quoi le mot qu'on utilise ça, c'est submergent parfois, bien sûr. Alors ça évidemment. C'est envahissant en tout cas. C'est envahissant, clairement, mais à la fois fascinant parfois. Moi c'est pas hyper évident de me positionner par rapport à ça. En tout cas, j'ai pas envie de prendre un parti pris. Un peu, donc, mais quand il faut se déconnecter, c'est peut-être aussi simplement poser pas mal des choses du quotidien. Je veux dire, là, on part un peu dans notre registre, mais c'est vrai que si je vais en Afrique du Sud, moi, j'ai pas le quotidien permanent, les mêmes choses, certainement, qui font que voilà. Mais moi, j'ai besoin de ces moments où il y a aussi un retrait du travail. Alors, c'est peut-être plus tout à l'heure quand je parlais du temps. C'est peut-être plus dans ce type de choses qui se manifestent. Comme pour faire une pièce, parfois, c'est une idée qui met 20 ans. C'est-à-dire, il y a certaines pièces que j'ai faites qui ont été un de ces clics sur le bord d'un bar, et puis noté dans un calepin, et jamais oublié, et puis malgré ma mauvaise mémoire, et puis tout d'un coup, c'est 20 ans plus tard que ça se réalise. Ça, c'est le cas, par exemple, de cette pièce qui s'appelait Self, qui est ce gros cylindre qui fait tourner une corde sur elle-même, qui s'affale au sol. Et ben cette pièce, elle a été réalisée après presque 20 ans de tiroir. Et puis cette pièce-là, elle racontait exactement un tout petit peu, le self, c'est le concept. Mais comment elle fonctionne, cette pièce, pour qu'on puisse comprendre tout c'est une grosse pièce en métal qui reproduit un winch de paquebot, et sur lequel il y a une corde de 30 mètres qui est enroulée. Puis donc un cylindre. Un cylindre sur pied qui tourne sans cesse avec un moteur. Puis dessus, il y a une corde, une haussière de, je crois, 300 mètres de long, je me rappelle plus maintenant, qui est dessus. Puis la boucle de cette haussière tombe au sol à chaque révolution. Et ça tourne sans cesse. Une sorte de vanité, comme ça. Exactement, Self, la pierre de Sisyphe. C'était exactement ça. Puis ça, c'était clairement un projet que j'ai fait à un moment donné où je me posais beaucoup de questions par rapport à ma position artistique, par rapport aussi à ma position de citoyen dans le monde. Ça s'est fait en 2007. Moi, j'ai passé pas mal d'années en Allemagne, à Berlin précisément, où on a vécu cette période qu'on a appelée là-bas la crise des migrants, où Angela Merkel avait annoncé accueillir, je crois, 5 millions je sais plus combien de migrants. Puis ça a été vraiment un changement très très fort dans la société. Ça a été quelque chose d'extrêmement puissant. Et puis moi, face à ça, je me suis beaucoup posé de questions de qu'est-ce que je fais, comment est-ce que j'agis, comment on peut fonctionner. Puis c'est une question que je me pose toujours quand je suis confronté à mon travail. Qu'est-ce qui fait que je montre quelque chose à des gens, quelle prétention ai-je de montrer une pièce. Et puis cette pièce-là, Self, elle parlait de ça. C'était cet éternel recommencement, ces questions sur lesquelles on tourne en rond et où finalement on va jamais répondre. Et puis moi, je mettais juste ça en relation à la lenteur, parce que cette pièce qui était cette corde, finalement, elle a dû trouver son vrai truc. Elle a mis 20 ans à venir. Puis j'ai tellement apprécié, en fait, le fait de lui donner ce temps-là, qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est par rapport à cette accélération, on a moins cette dimension, peut-être. Mais alors, du coup... Quand je regarde ton travail, je t'entends, etc., on voit comme une dimension très humaine. Hein. Tu parles de violence, tu fais partie du groupe L'Estuaire, je crois, donc c'est aussi un collectif. La compagnie L'Estuaire. Oui, alors je travaille avec eux. Ouais. Et puis, donc on a l'impression que l'humain, c'est une composante importante. Quand tu as des espaces où il y a des humains, il n'y en a pas. Quand tu construis des maisons accrochées, etc., on voit que l'humain, c'est une des questions. Une des questions qu'on se pose ici, notamment par rapport à l'accélération, c'est que finalement, le corps est arrivé un peu à ses limites. On ne va pas beaucoup courir plus vite que Usain Bolt. On va gagner un micro-dixième par-ci, par-là. Donc, finalement, c'est les espaces intérieurs qui vont aller plus vite. Donc, la progression, elle se fait de façon beaucoup plus marquée dans nos cerveaux et dans tout le monde digital, virtuel qu'on construit. Parce que là, il y a encore une marge énorme de progression, alors que nos corps sont restés des piétons, quelque chose comme ça. Bien sûr. Donc, ce qui est intéressant de comprendre aussi, quand je t'interroge, c'est si une des matières de ton travail, c'est l'humain, forcément, il y aura une sorte de contrepoids avec la vitesse technologique et la lenteur biologique. Est-ce que
est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inspire quand je te le dis comme ça, même si c'est pas forcément quelque chose que tu calcules ou quelque chose que tu as mis dans tes principes créatifs, mais quand je t'entends, j'entends pas un petit peu ça. J'entends, il y a la crise des migrants, il y a la difficulté, il y a des questions il y a quelque chose qui avance pas forcément, que tu accordes, qui tombe, qui recommence. Donc, les grandes questions philosophiques, c'est toujours un petit peu les mêmes. Moi, j'ai l'impression que le monde digital amène des nouvelles questions philosophiques. Oui, absolument. Parce que si c'est vraiment une révolution, ça veut dire que on va aller dans l'ère du cerveau, on va peut-être commencer à comprendre des choses. On arrive dans des plages un petit peu de dématérialisation qui vont être peut-être un peu à l'encontre de la lourdeur du corps. Quand je te livre ça comme ça, qu'est-ce que ça provoque chez toi, en résonance avec ton travail, toutes ces années d'expérience quand même si tu n'appelles pas ça expérimentation. En tout cas, plus que humain, j'ai envie de dire humanité. Et cette question philosophique, en tout cas, moi, j'ai des outils qui sont petits encore, peut-être. Mais je pense que forcément, ça va faire partie d'un futur du travail. Mais c'est difficile de te dire, maintenant, écoute, ça va devenir un outil ou pas. Mais en tout cas, le centre, il est clairement que dans la sculpture, et peu importe l'outil que j'utilise, si ce sera de l'AI, ce sera en tout cas, ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir parler d'une humanité poétique. Et pour ça, c'est vrai que j'utilise beaucoup des questions qui sont critiques. Et je crois que nos sociétés, je peux pas parler des gens, parce que les gens, ils sont plutôt super, en fait. Nos sociétés, donc, je pense, tendance à beaucoup se détacher d'une question d'humanité. Et puis en faisant des installations, de l'art, etc., je pense que c'est important d'en faire des analogies. Donc tu dissocierais l'individu et l'humanité ? À certains endroits, oui. Je pense qu'on a quelque chose... Individuellement, les gens restent intéressants, puis l'humanité, elle prend des plis. Les sociétés, tu vois, ce qui constitue des humanités. Et encore, dans mon travail, il y a une absence de la figure humaine. C'est-à-dire que j'ai pas de représentation humaine. C'était toujours... Mais par contre, l'existence d'humain à l'intérieur, quand je fais des cabanes, elle est supposée. Parce qu'elle est supposée par le manque, un peu à la... Absolument. À la Henri Moore, quoi. C'est le vide qui suggère le plein. Quand tu fais un abri, comme on avait fait à Parc Stagny, en fait, c'est pour qui aurait-il dedans. Et moi, j'aime bien entretenir cette ambiguïté de manière générale. C'est-à-dire que ou dans mon travail photographique aussi, on ne voit presque jamais de gens qui sont photographiés, parce que j'aime vraiment entretenir une ambiguïté de savoir si par exemple c'est un outil, c'est un objet de protection, si on reste sur le truc de la cabane, ou si c'est un objet de coercition. J'ai fait cette pièce sur un toit aquaire très haut qui ressemblait à un château fort. On savait pas si c'était un peu Fabella quand même. Exactement. Une sorte d'équilibre un peu comme ça. Exactement. Une sorte d'équilibre un peu précaire. Ouais. On savait pas si c'était un jeu pour enfants ou si c'était une communauté qui s'était installée là, prête à envahir la ville. Donc j'aime bien toujours travailler sur un endroit il y a quand même des scénarios, et souvent on pourrait même raconter des petites histoires autour des pièces. Comment on va s'approcher lentement de la fin de cette petite discussion. Si tu dois te projeter dans 20 ans, comment t'imagines ton travail ? Mettons que tout va bien, la santé est là. Est-ce que tu as l'impression que ton travail va aussi muter aussi vite que la technologie ? Parce qu'en fait, je sais pas s'il va muter aussi vite. Hein. Un des acquis qu'on a l'impression sur lesquels on peut marcher, c'est que ça va continuer à s'accélérer. Mmh. Cette accélération, est-ce qu'on va pouvoir la suivre ou pas ? Est-ce qu'elle va aller tellement verticalement qu'elle va finir par tomber ? Mais nous, on va devoir continuer à se situer là-dedans. Et comme tu as dit, de façon très jolie, je ne suis pas très bon à implémenter ces technologies, donc on les utilise au mieux, un peu comme des amateurs artisans de ça. Puis en même temps, si on n'est pas geek, on n'est tous pas très bons. Moi, je me sens exactement comme ça. Donc, la question que je me pose moi-même, je la pose à ces artistes ici, c'est dans 20 ans, est-ce que je surnage là-dedans ? Moi, je me rends compte qu'il y a quand même une fatigue de l'emploi de l'ordinateur parfois, pour être très sincère, qui est même et qui est très centrale dans mon travail. Mais du coup, quand on parle de ça, je pense à de nouveau la révolution Internet.
fin des années 90, je crois, de 2000, où on parlait des millions d'emplois qu'elle allait générer par Internet. Puis aujourd'hui, avec l'IA, on parle des millions d'emplois qui vont être sabordés, ou du remplacement par ces technologies-là. En tout cas, mon amour de l'art et puis mon espoir en la poésie qui est véhiculée par l'art fait que je pense que nos métiers, eux, ils vont survivre d'une certaine manière, ou ils vont exister. Comment moi je vais le pratiquer dans 20 ans, j'en suis pas sûr. Si ça va aussi lentement que ces 20 dernières années, il se peut qu'il n'y ait pas d'énormes modifications, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un espace clairement de refuge possible dans l'art et dans le travail, quoi. Je pense que de l'avis général de tous les artistes que j'ai eu là qui ont discuté de ça, puis c'est un peu un discours qu'on ressent souvent, c'est que la technologie, elle va pas brider la créativité. Dans mon métier, elle va peut-être brider l'agilité, parce que si les robots taillent à notre place, c'est vraiment, on va perdre beaucoup de choses du savoir-faire. Moi, je suis un peu inquiet de ça par rapport à des sculptures qui arrivent toutes faites. Bien sûr. Et donc, on perd un peu le parcours. Moi, je suis assez attaché au parcours. Quand je regarde ton travail, j'ai l'impression que le parcours, la fabrication, elle est importante. J'avais discuté une fois avec Marcus Retz qui disait que pour lui, le parcours, c'est très intéressant, alors que dans les écoles, maintenant, quand il arrive dans les écoles, il voit que le résultat. Et il y a un artiste qui m'a dit ici, par exemple, l'IA, c'est la destination sans le voyage, tu vois. Et c'est vrai que moi, je me pose cette question par rapport à ça, dans le sens où on va continuer à créer, mais quelle place pour la manipulation de la matière et du parcours, alors qu'on va être de plus en plus, on va nous servir des plats tout faits, de plus en plus. Donc c'est en général la question que je pose à tout le monde en fin de discussion. Mais après la question, est-ce que ces plats auront différentes saveurs grande question, parce que pour l'instant, on n'a pas encore trop l'impression. On peut avoir un petit peu, tu vois, bricolé avec des images sur l'IA pour avoir fait des petits essais, des choses comme ça. Mais... Est-ce qu'on peut craindre que la diversité soit un petit peu... Mais ça, c'est assez général. Effacée par une sorte de machine de guerre qui... Mais de nouveau, ces mots comme effacement, ça, je suis pas sûr, parce que là, de nouveau, il y a une sorte quand même une histoire d'époque qui fait que je crois pas que je sois assez, d'une certaine manière, intelligent pour pouvoir le prévoir. Mais il y aura forcément des choses extraordinaires. Je pense qu'ils vont sortir de ça. Oui, je suis d'accord. Et ça, c'est peut-être uniquement la capacité humaine de les rendre extraordinaires. J'espère, tu vois. Écoute, ça peut être un peu le mot de la fin, qui était un peu la motivation de créer ces Lucky Losers. Lucky Loser, c'est cette idée quand même que même si on perd, on peut quand même gagner. Hein, effectivement, peut-être que il y aura tellement de belles choses qui arrivent. Enfin, l'idée, c'est de pas avoir un point de vue nostalgique. C'est ce qu'on a essayé de développer ici, c'est de se dire, OK, ça change, mais comment on peut être un peu opportuniste, rester curieux, mais sans vendre son âme au diable. Bien sûr. Mais moi, je nourris un tout petit peu l'envie cachée de travailler avec des trucs hyper technologiques qui vont faire plein de choses à ma place. Tu vois, le progrès, ça reste quand même toujours une aventure qui est aussi positive. Hein. Ouais, ça dépend à quoi l'utiliser. Flavien, je te remercie. On a touché un peu à tout sans résoudre rien, comme ta corde qui recommence. Ouais. C'est un peu le but de ces thématiques, c'est qu'on réfléchit un peu comme ça, à cœur ouvert. On résout rien, mais on continue à gratter avec espoir. Je te remercie. Merci de t'être plié au jeu. Lucky Loser 7, c'est fini. Suite au prochain épisode.